Bonjour Lucille Marbeau, vous êtes notre invitée, vous êtes porte-parole du CICR à Paris. Le CICR, c'est bien sûr le Comité international de la Croix-Rouge. Merci de répondre à nos questions. Israël annonce donc autoriser la livraison temporaire d'aide dans la bande de Gaza. Il était temps, selon vous? Bien entendu, car depuis le début d'escalade du conflit, maintenant il y a presque 6 mois, il n'y a jamais eu assez d'assistance qui est rentrée dans la bande de Gaza. Et l'espace humanitaire sécurisé s'est également réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure que les combats descendaient au sud. Donc l'ouverture de ces nouvelles portes terrestres en addition de celle de Rafah est une extrêmement bonne nouvelle. Elle est en revanche toute récente. Donc on ne sait absolument pas comment va s'organiser finalement cet acheminement par ces nouvelles portes, dont Erez. La bonne nouvelle également, c'est que Erez est au nord de la bande de Gaza. Donc cela permettra enfin de pouvoir amener un peu plus d'assistance à la population précisément au nord, qui est aujourd'hui celle qu'on sait la plus démunie, dans la situation la plus précaire et auquel aujourd'hui les organisations humanitaires avaient le plus de mal à pouvoir atteindre. Donc nous espérons bien entendu que cela va se traduire par un flot massif d'assistance, notamment au nord, mais reste la question de qui va distribuer, comment cela va se faire. Et il est encore trop tôt, bien entendu, pour le dire. On apprend aussi qu'Israël augmentera également la quantité d'aide acheminée dans l'enclave en provenance de Jordanie, en passant par le point de passage de Kerem Shalom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important ? Écoutez, comme je vous le disais, en fait, les organisations humanitaires aujourd'hui peuvent opérer essentiellement au sud, au niveau de Rafah, où il y a aujourd'hui plus d'1,5 million de personnes, dont de très nombreux déplacés, qui là aussi manquent vraiment de tout, de nourriture, d'accès à l'eau potable. Les conditions d'hygiène sont également déplorables. Et sur l'ensemble de la bande de Gaza aussi, le système hospitalier est à genoux. Donc de pouvoir avoir un élargissement de l'espace humanitaire qui aujourd'hui est essentiellement limité au sud, par l'entrée justement via la Jordanie et également par le nord, donc par Erez, pourrait permettre justement une plus large surface opérationnelle pour les organisations humanitaires pour pouvoir atteindre tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment au nord que la population souffre le plus et le plus démunie. Mais là encore, je reviens à la question de comment va se faire la distribution, car il ne faut jamais en fait distinguer l'acheminement massif que le CICR appelle de tous ses voeux, ce depuis longtemps, comme toutes les autres organisations humanitaires sur le terrain, mais on ne peut le décorréler aussi d'un espace humanitaire sécurisé. Et il faut également qu'il y ait des garanties également, bien sûr, à ce que les distributions se passent bien. Donc, comme je vous disais, restent toutes les questions de, une fois cet acheminement, comment va se faire, s'organiser justement la distribution, et ce sur l'ensemble de la bande de Gaza. Est-ce que les ONG pourraient être mises à contribution? Est-ce que vous, à la Croix-Rouge, vous avez encore des équipes dans la bande de Gaza? Nous avons toujours 130 employés dans la bande de Gaza et notamment également une équipe de chirurgiens qui opèrent au niveau de l'hôpital européen de Gaza, qui est un des seuls aujourd'hui à fonctionner. Nous avons également bien sûr des camions qui attendent à Rafah, comme beaucoup d'autres organisations humanitaires. Donc il va falloir se voir. Comme je vous dis, c'est trop tôt pour dire exactement comment on va organiser les choses, mais c'est l'ouverture de ces autres passages, si cela s'accompagne bien entendu également d'un espace humanitaire sécurisé, pourrait permettre effectivement aux organisations humanitaires de se déployer plus largement sur le territoire et de pouvoir également atteindre les plus vulnérables. Et pour rappeler également que il faut toujours se souvenir que l'assistance, ce n'est pas de la charité. C'est une obligation de la part des parties, et notamment d'Israël en tant que puissance occupante, que la population civile ait accès au minimum vital, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Mais il y a également une obligation de la part des parties de laisser travailler les organisations humanitaires. Et le temps militaire et le temps humanitaire ne peuvent pas être concomitants. Donc il faut également une forme de trêve, un espace sécurisé, afin que, en toute sécurité, nos collègues puissent justement acheminer de l'assistance. Le CICR fait beaucoup au niveau notamment médical, mais également toute protection pour nos équipes équivaut à la protection pour la population civile s'il s'agit par exemple d'organiser de l'assistance alimentaire. Lucille Marbeau, restez avec nous. Je voulais vous montrer un reportage France 24, car c'est l'une des conséquences de la guerre des enfants palestiniens qui sont atteints de cancer et qui sont soignés à Jérusalem. Eh bien, ils sont menacés d'expulsion vers la bande de Gaza. Ils sont suspendus à une décision de la Cour suprême israélienne qui doit statuer sous 30 jours. Regardez ce reportage et on en parle juste après. Signé Claire Duhamel, Mohamed Farhat. Il y a 6 mois,
Amira ne pouvait pas formuler une phrase. Quand elle a été transférée de Gaza à l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem, la tumeur dans son cerveau menaçait sa vie. Aujourd'hui, physiquement, elle va beaucoup mieux. Mais la petite est désormais terrifiée à l'idée d'être un jour renvoyée à Gaza. La docteure Salami tente de la consoler. Pourtant, elle sait que les autorités israéliennes constituent une liste, celle des patients à renvoyer à Gaza malgré la guerre qui y fait rage. À l'heure actuelle, au moins 20 personnes sont concernées. Amira, elle, n'est pas sur la liste, mais l'angoisse se mêle au chagrin. Ses rêves, son lit, ses affaires, tout est parti en poussière. Elle aimait beaucoup son habit traditionnel, ses livres. La maison regorgeait de souvenirs et il ne reste rien de tout ça. Et puis, bien sûr, sa sœur lui manque et tout le reste de la famille. Dans la même chambre, Hamza, 4 ans et demi, est lui aussi malade du cancer du cerveau. La docteure confie qu'à Gaza, il n'aurait eu aucune chance de survie, même avant le 7 octobre. Avant la guerre, il n'y avait qu'un seul hôpital avec lequel on collaborait, l'hôpital Rantissi. Si un enfant était diagnostiqué d'une tumeur, il était transféré vers nous. Mais aujourd'hui, il est impossible qu'il revienne à Gaza, puisqu'il n'y a pas de chimiothérapie. Plus aucun soin vitaux pour un malade du cancer. Alors pour protéger ces patients gazaouis, l'hôpital a longtemps refusé de communiquer leur état de santé aux autorités. Puis, fin mars, l'ONG israélienne Physicians for Human Rights a déposé un recours à la Cour suprême. Il n'y a aucune justification, aucune loi qui permette de renvoyer des patients dans une zone de guerre. Ce n'est pas seulement illégal, c'est aussi inhumain. Notre demande, c'est de les garder jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu durable. En attendant, certains patients trompent l'ennui dans les rues de Jérusalem-Est. C'est l'autorité palestinienne qui paye pour leur hôtel. Mais puisqu'ils sont en rémission, le gouvernement considère que c'est suffisant pour être renvoyés à Gaza. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un suivi avec les médecins. Vendredi, j'avais un rendez-vous avec mon spécialiste. Pour ces hommes, l'attente durera encore plusieurs semaines. Le gouvernement israélien devra présenter ses arguments à la Cour suprême en avril, qui statuera ensuite sur le destin de ses patients. Lucille Marbot, on vous retrouve comme prévu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce reportage quand on voit la détresse de ces enfants donc, qui sont atteints d'un cancer et soignés à Jérusalem actuellement? Je ne connaissais pas ces cas et nous verrons après la décision de la Cour suprême que mentionne votre correspondant. Mais je dirais que bien entendu, lorsque des personnes sont renvoyées dans une zone en guerre, il faut toujours prendre en compte la situation précaire dans laquelle elles vont se retrouver tout simplement là, à Gaza. Et aujourd'hui, le système hospitalier, comme je vous le disais, s'est quasiment effondré. Donc il y aura une incapacité de la part du système de santé à Gaza de pouvoir suivre ces patients. Aujourd'hui, les malades chroniques font partie des victimes un peu invisibles de ce conflit, car nous pensons d'abord, bien entendu, aux blessés de guerre, aux morts. Mais tous les malades chroniques aujourd'hui ne peuvent pas recevoir les traitements dont ils ont besoin. Donc il faut bien entendu, prendre cela en compte, mais également la situation aujourd'hui de malnutrition critique. Or, des personnes en rémission ont des besoins également particuliers en termes justement de nutrition. Donc ces éléments sont bien entendu à prendre en compte dans une dimension strictement humanitaire et non politique. Une ultime question, Lucille Marbot. L'armée israélienne a reconnu une série d'erreurs qui ont entraîné la mort de 7 humanitaires tués lundi soir dans la bande de Gaza par 3 frappes. Tsahal dit avoir visé un agent du Hamas. Quelle est votre réaction, vous, à la Croix-Rouge ? Écoutez, je n'ai pas d'éléments de détails qui sont remontés de la part du terrain sur ces allégations qu'il y aurait eu un combattant, j'en sais rien. En tout cas, qu'il y ait une enquête qui soit menée au niveau de l'administration militaire est bien entendu la bienvenue pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé et les responsabilités en jeu. Mais je souhaite également rappeler que cette tragédie n'est pas la première qui touche des travailleurs humanitaires. L'ONU estime que plus de 200 personnes ont déjà été victimes, ont été tuées dans l'exercice de leur mission. Notre partenaire du Croissant Rouge palestinien a perdu 16
secouristes et volontaires de leur organisation alors qu'ils tentaient tout simplement de sauver des vies. Et là encore, le droit est extrêmement clair. Oui. La mission humanitaire et les travailleurs humanitaires, quelle que soit leur nationalité, sont spécialement protégés par le droit international humanitaire. Merci. Et la mission doit pouvoir être remplie. Merci beaucoup Lucile Marbeau. Je le rappelle, vous êtes la porte-parole du CICR à Paris, le Comité international de la Croix-Rouge. Merci d'avoir été notre invité.